Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Black Bond Podcast, l'émission où on décortique les coulisses du coaching, du développement personnel et des transformations qui changent une vie. Alors aujourd'hui, je suis ravi de recevoir David Durbano, je pense qu'on dit bien David, fondateur de Just Coaching, un life coach spécialisé dans la récupération du burn-out et des traumas, également praticien certifié en Body Mind Reset Technique, BMRT. David, qui opère depuis la Belgique, mais accompagne des clients du monde entier en anglais, français et italien, nous guide vers une authenticité profonde en mélangeant neurosciences, shadow work et intégration émotionnelle. Merci David, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va te retrouver après le générique pour une plus grande présentation. Let's go. Hello, de retour parmi vous. Bonjour David, comment tu vas? Bonsoir, ça va et toi? Oui, bonsoir. Écoute, je vais bien. On a quelques aléas là. On vous raconte un petit peu les coulisses. On vous raconte un petit peu les coulisses en fait du podcast. On a quelques aléas, mais bon, tout va bien se passer. Je suis vraiment infiniment heureux que tu nous rejoignes aujourd'hui, que tu sois là. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ce qui t'a amené à créer Just Coaching et à te spécialiser dans ces thématiques qui sont si cruciales comme par exemple le burn-out et les traumas relationnels. Eh ben, je les ai vécus, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, donc, moi, je viens du monde du théâtre et du cinéma à la base. Mhm. Et quand le Covid a commencé, ben, il fallait un taf. Je me suis retrouvé à travailler pour la Poste pendant la période du Covid et je me suis tapé un burn-out en 2022. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un shift et je me suis dit, bah, il est temps de changer, il est temps de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne va pas bien, ni pour moi, ni pour tout un tas d'autres gens. Et depuis très jeune, en fait, très souvent, j'avais des adultes qui venaient chez moi, alors que bon, moi j'étais un ado, tu vois, et des adultes qui viennent te demander des conseils quand ils sont adultes et que toi tu es ado, tes parents en l'occurrence. Il y a quelque chose de dysfonctionnel là-dedans, mais bon, les gens venaient. Donc, c'est quelque part, ils aimaient ce que j'avais à dire. Et puis je me suis dit, bah écoute, on va se lancer là-dedans et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire, les résultats qu'on peut obtenir. Et donc, effectivement, je me suis lancé là-dedans. J'ai d'abord commencé tout doucement en faisant les connaissances, les amis, etc. J'ai obtenu évidemment mes certificats parce qu'en Belgique, tu fais rien sans certificat ou sans diplôme ou quoi que ce soit. C'est très paperasse ici. Et puis après, ben, j'ai continué à me développer et je me développe encore, toujours actuellement, toujours. C'est un apprentissage permanent, ça t'as jamais fini. Et c'est ça qui est gai, justement, parce que j'ai tendance à vite m'ennuyer quand les choses deviennent répétitives. Et là, ben, c'est un renouvellement constant, c'est chaque fois des personnes différentes. C'est pas qu'ils ont des problèmes différents, parce que tout le monde a un peu les mêmes problèmes, mais chaque fois l'approche demande de, comment dire, de s'accorder, je vais dire ça comme ça, aussi même un peu sur le point de vue énergétique au niveau du système nerveux sur la personne qui est en face, quoi. Donc voilà. Hmm. Mais écoute, c'est très intéressant et ça nous amène directement à plonger un petit peu dans ton approche unique. Alors, ton site parle de transformer la douleur en clarté, si je ne dis pas de bêtises, et la peur en liberté. Qu'est-ce qui, dans Parfait. ton propre parcours, Ouais. peut-être un moment de crise ou bien une révélation, qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer les neurosciences et le shadow work dans ton coaching et sans entrer dans des détails trop personnels, si tu préfères pas, Je m'en fous, euh, j'ai rien à qu'est-ce cacher. qui, ouais. Qu'est-ce qui rend cette philosophie si Euh, viscéralement juste pour toi? Ben écoute, je vais prendre un autre problème que je connais bien, par exemple, hein, l'addiction aux substances. Moi, j'ai traversé une période où où j'ai vraiment eu un gros problème avec des substances. Je vais pas le nommer parce que j'ai pas envie qu'on se retrouve soit bloqué, soit banni, soit avec un bip. Mais disons que j'ai eu un gros problème de substances et justement, derrière tout ça, c'est pas forcément la substance le problème, c'est ce qu'il y a derrière, c'est ce qui se cache sous la substance, qu'est-ce qu'on essaie de cacher. Et très souvent, ce que je découvre, c'est qu'il y a une déconnexion profonde de soi en tant qu'individu.
Et en même temps, il y a cette espèce de mécanisme de honte qui est caché. Et ce que je veux dire par transformer ton obscurité en lumière, par exemple, c'est aller chercher ça, le ramener à la surface, voir ce qu'il y a exactement comme problème. Et à ce moment-là, tu peux transformer ça en quelque chose qui peut devenir utile. Donc, par exemple, moi qui ai traversé mes propres addictions et qui ai, je ne vais pas dire combattu mes démons et qui les ai intégrés, parce que je suis pas sur le fait, je suis pas d'accord sur le fait qu'on doit tuer ces démons. Pour moi, c'est de la connerie, parce que ta part d'obscurité fait partie de toi. Si tu l'intègres pas, tu n'es pas complet. Et donc, Peut-être pas justement, forcément, excuse-moi de t'interrompre, peut-être pas ouais. forcément les tuer, peut-être pas forcément les tuer, mais les amadouer, faire ami avec, les tuer, non. Faire ami avec, ouais, c'est ça, ouais, Voilà. tout à fait. Vraiment les intégrer, donc c'est-à-dire, voilà, une fois que le problème d'addiction est intégré, que tu comprends le mécanisme derrière, bah, t'es beaucoup plus équipé pour éviter de retomber, mais ensuite, et surtout, tu es équipé pour pouvoir aider les autres, guider les autres, pouvoir Tout à parler fait. avec eux, et ils vont savoir, parce que les gens, surtout ceux qui ont des problèmes de burn-out ou d'addiction, ou même des problèmes relationnels, qui est aussi un autre champ sur lequel je travaille beaucoup pour l'instant, euh, ils savent quand c'est du vécu, et ils savent quand tu l'as lu d'un bouquin. Les gens le sentent instinctivement. Et moi, je travaille depuis ma base de vie, c'est-à-dire, voilà, j'ai pris coach de vie parce qu'il faut. C'est un nom que j'aime pas quelque part, mais il faut bien coller une étiquette quelque part. Mais la base de mon travail, c'est avant tout ce que j'ai vécu, comment moi je m'en suis sorti, comment moi un jour je me suis regardé dans la glace et à me dire, ah, merde, j'ai ça comme démon, j'ai ça comme démon, j'ai ça comme démon. Ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Non, mais excuse-moi de t'interrompre, je vais faire un petit parallèle avec le football. Tu Vas-y. vois, par exemple, tu vas prendre une équipe de football. Ouais. Tu vas prendre, je prends au hasard le FC Barcelone, le Milan, le Paris Saint-Germain, tu vois, tu as des joueurs de haut niveau Mhm. qui ont besoin en fait d'être dirigés par des personnes qui les comprennent. Si jamais tu ramènes un gars qui a passé donc tous ses diplômes, mais qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de vécu, c'est pour ça que maintenant on ramène par exemple beaucoup d'anciens joueurs, des gars qui sont passés par là, qui savent exactement ce que c'est par exemple que d'affronter la Mhm. pression, que d'affronter le public. Euh, et les joueurs, justement, ils ont envie de suivre ce genre de personnes, tu vois, pour faire un peu une sorte de parallèle avec ce que tu disais. Correct. Ils ont envie de Ouais. suivre quelqu'un qui a vécu exactement ce qu'ils ont vécu, tu vois. Mhm. Et je te rejoins à 100% quand tu parles du coaching et que tu dis qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui ont en apparence toutes les qualités adéquates pour coacher, mais qui n'ont pas ce truc magique, enfin, ce truc magique, oui, magique pour coacher, qui est l'expérience. D'où la différence entre la théorie et le vécu ou bien l'expérience. Quand tu as Immense. le vécu, tu peux exactement savoir où mener les personnes qui Ouais, affrontent leurs démons, comme tu dis si bien. Mais je t'ai tout à fait. interrompu. Voilà. Je voulais juste te faire cette petite parenthèse. Très bien. Je te laisse continuer. Mais donc voilà, donc c'est l'intégration, donc justement, donc la part d'ombre, ça rejoint évidemment le travail de Carl Jung, hein, donc toute cette part d'ombre, cette obscurité en toi, si tu essayes absolument de répresser tout ça, de garder tout ça sous un couvercle, d'un moment ça explose. Explose. Par exemple, hein, il y a quand tu as un burn-out, par exemple, on va te dire, ah, qu'est-ce que vous avez fait les derniers 6 mois? Le burn-out, c'est pas ça. Le burn-out, c'est la somme de toute une vie où tu as vécu dans un rôle, où tu as vécu une vie qui n'est pas pour toi. Et à un moment donné, ta soupape, elle pète parce que tu fais pas ce que tu aimes, parce que tu n'es pas au bon endroit, parce que tu ne te vois plus toi-même, parce que tu as passé ton temps à essayer absolument de plaire à tout le monde parce que tu avais peur qu'on t'abandonne ou un truc comme ça. Et donc finalement, ça crée des couches, des couches et des couches. À un moment donné, tu te retrouves en burn-out. Donc, c'est quand on vient me dire, quand j'ai un client qui vient, par exemple, qui fait ah, je suis en burn-out, en dépression, la première chose que je lui demande, c'est pas qu'est-ce que tu as fait les 6 derniers mois, c'est parle-moi de ta relation avec tes parents. Je vais commencer là-bas déjà. Parle-moi de Parce ton que enfance, ta relation avec tes parle-moi parents, de bien ton sûr. enfance, avec ta Ouais. relation avec tes parents. Est-ce que tu as grandi dans un environnement où tu pouvais être toi-même ou est-ce que tu as toujours dû te cacher pour garder l'attachement à tes parents? Moi, par exemple, j'avais un père qui était autoritaire, bah, exprimer mes émotions ou piquer une crise parce que ça n'allait pas. Je ramassais une douffe et c'était fini, quoi. Enfin, ça, je veux dire, il y a des trucs comme ça qui sont, qui vont créer justement des expériences traumatiques comme ça, des expériences traumatisantes qui vont te créer justement des réponses et des modèles qui vont faire que tu vas commencer à t'adapter. Et plus ça avance, et plus à un moment donné, bah, tu te retrouves
à te vider de ta substance, de ton essence, de ton identité, et tu passes en autopilote et tu te retrouves à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Donc Ouais, pour moi, tout le à fait. D'ailleurs, burn-out, c'est marrant parce que quand je t'écoute, en fait, je me dis, bon, je vois effectivement que ton vécu, il a vraiment influencé ta façon de voir le coaching. ouais, Et on dirait que tu vois ça plutôt comme une sorte, en fait, moi, d'après ce que j'ai lu, en fait, de toi, que tu le vois un petit peu plutôt comme une sorte de réveil plutôt qu'une réparation. Euh, ouais, et ouais, que, ouais. voilà, c'est un peu ce que je ressens, quoi, chez toi. C'est-à-dire que ce que je Et dis je trouve, souvent, et je trouve que ce que j'aime beaucoup chez toi, je veux dire, pourtant, je balance pas beaucoup de fleurs, mais je vais quand même dire ce que je pense. Je trouve qu'il y a vraiment une forme d'authenticité. Tu vois, il y a une forme merci. d'authenticité. Tu sais, moi, j'ai écouté parce que je suis très curieux, donc je suis allé me renseigner un petit peu partout. J'ai fait la fouine, j'ai écouté beaucoup de coachs, et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de, comment dire ça, il y a beaucoup de, ça reste très, très mainstream, très, très, j'ai envie de dire, ouais, le terme mainstream, en fait, tu vois. On ne va Mhm, pas, ouais, ouais. voilà, on va pas en profondeur, et puis il y a pas, c'est pas authentique, en fait. Tu vois, c'est pas authentique. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment plu chez toi. Voilà. Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais effectivement, parce que, tu sais, moi, par exemple, tu vois, alors je peux comprendre quelqu'un qui a 25 ans et qui va se dire, ah, je veux être coach parce que je veux aider les gens. Ça part d'une très bonne intention, absolument. Et c'est très bien. Et il y a peut-être des gens pour qui ça va fonctionner. Moi, généralement, les gens qui viennent chez moi, je leur dis déjà, je suis pas là pour te réparer, pour la simple et bonne raison que tu n'es pas cassé. Il n'y a rien de cassé, il y a juste de l'incompréhension sur ce qui t'arrive. Déjà, ça, c'est un des premiers trucs avec lesquels que je dis à mes clients. Et quand ils me disent, est-ce que tu peux me guérir mes traumas? Non. Ils sont un peu étonnés. Ils disent, ah, je viens quand même ici pour être soigné. Je dis, non, non. Tu viens ici pour apprendre à te réguler, à te gérer. C'est pas la même chose. Tu viens ici pour faire la paix avec ce qui t'est arrivé, pas pour l'effacer, parce que ça, c'est pas possible. Quand des gens viennent me dire, ah, j'aimerais bien guérir mon trauma, je leur dis très honnêtement, c'est pas le but, parce que si je t'enlève ton trauma, je t'enlève ton expérience, donc je t'enlève ce qui t'a amené jusqu'ici et potentiellement va te faire grandir. Une Mhm. fois que tu l'intègres, quand tu intègres ce qui t'est arrivé, tu peux grandir, tu t'élèves au-dessus de tout ça. Ça me tombe bien, ça s'appelle élévation, le podcast, tu vois. Donc, mais tu Exactement. t'élèves, tu C'est pour t'élèves ça que au-dessus tu de es tout là. ça. Et justement, ça fait partie à ce moment-là du processus de croissance. Tu commences à développer des autres perspectives, tu peux changer tes modèles, tu peux changer ta perception des événements. À ce moment-là, c'est plus une blessure, c'est une cicatrice. Ouais, c'est une cicatrice. À ce moment-là, tu as une belle grosse cicatrice ici qui te fait j'ai vu la guerre. Mais voilà, c'est un peu Mm, ça, quoi, finalement. Tu mm, vois, ouais, mm. tu as vu ta guerre intérieure, tu as vu ton truc et voilà, mais ça ne veut pas dire que les traumatismes disparaissent ou même que ce qu'on appelle en anglais, ils disent des triggers, les fameux déclencheurs émotionnels qui font que tu paniques. Ah oui, mais c'est marrant que tu en parles parce que j'ai fait, alors, peut-être que tu n'es pas au courant, mais sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un webinaire justement sur les déclencheurs émotionnels que j'aime beaucoup et que je conseille, que je suggère même à absolument tout le monde. Il a eu pas mal de retours extrêmement positifs. Moi, c'est quelque chose qui me parle particulièrement parce que je sais que si les gens, effectivement, pouvaient, entre guillemets, plonger en eux et puis dealer avec, reconnaître leur déclencheur émotionnel, Déjà, ouais. le monde se porterait beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup Oui, mieux. Donc, oui, oui, voilà. Je vous invite sur ma absolument. chaîne YouTube à aller voir ce webinaire. Il vous fera beaucoup, beaucoup de bien. Oui. Absolument. Et ces déclencheurs, tu vois, par exemple, imaginons quelqu'un qui, je vais reprendre encore une fois mon propre exemple. Moi, je suis quelqu'un qui a une blessure d'attachement. Enfin, j'ai un modèle d'attachement qui est plutôt désorganisé. Parce que ça arrive quand tu grandis dans un environnement où la menace et la sécurité sont sous le même toit. Donc, tu ne sais pas sur quel pied danser. Hein, tu ne sais pas sur quel pied danser, et donc ton rapport à l'affection, à la connexion, et plus tard donc à l'intimité, parce que finalement, les problèmes d'intimité, ils ne commencent pas quand tu rencontres le ou la mauvaise partenaire, non, ils commencent avec tes propres expériences étant gosse, avec la relation avec tes parents, avec ton environnement direct. C'est là que ça commence, les premiers problèmes d'intimité, et c'est pas parce que j'ai rencontré cette personne, elle est vraiment toxique. C'est pas là que ça commence bien plus tôt. En tout cas, c'est ce que je constate. Non, je suis Et totalement donc, d'accord. Mais ça s'explique de manière très simple parce oui, que si sous ton propre toit, tu n'as pas de moments, ce que j'appelle des moments de répit, tu c'est vois, ça. si tu ne peux pas être toi-même sous ton propre toit, Ouais, ben, évidemment que, évidemment que c'est problématique. Et ouais, comme tu dis si bien, tous les problèmes, c'est pour ça qu'il faut toujours repartir vers l'enfance parce que c'est là que tout commence.
Mais totalement. 0 à 7 ans, en fait, hein, c'est là que ton Exactement. cerveau est vraiment une éponge. Par exemple, lorsque j'ai étudié le BMRT, on a énormément parlé sur le subconscient. Et justement, tu vois, c'est pendant 0 à 7 ans, tous les trucs qui t'arrivent, tous les trucs que tu reçois à ta naissance, c'est littéralement, ton disque dur, il est vide. Et puis, tu as les programmes qui s'installent. Tout ça, c'est 0 à 7 ans. Toutes les blessures d'attachement, ta valeur de soi, le fait que tu te sens pas assez, tous ces trucs-là viennent de là. Et des fois, ça tient mais vraiment à des détails à la con. Et tu te dis, mais waouh, un événement, mais vraiment un truc mineur qui jamais tu vas penser que ça va peut-être créer quelque chose. Ben en fait, si. Parce que, parce que toi quand tu as 2-3 ans, tu rationalises pas. Donc, tu interprètes ça comme un signal brut. Et donc, ton système nerveux réagit d'une certaine façon, et boum, ça te crée un programme dans la tête qui tourne là comme ça, tu vois, comme les process sur un ordinateur, ça tourne, et ça peut dans certains cas, façonner toute ta vie, quoi. Ça peut créer des schémas de répétition parentaux, par exemple, hein, dans des familles hautement C'est ce dysfonctionnelles. que ça fait souvent d'ailleurs. C'est ce que ça Oui, fait c'est souvent. ça, oui, oui, oui. Dans des familles dysfonctionnelles, par exemple, il y a des tas de trucs qui se reproduisent et que tu te dis, waouh, quoi, C'est c'est... marrant, tu parles de ça parce que, excuse-moi encore de t'interrompre, mais je regarde une série en ce moment où le personnage principal, c'est un personnage principal masculin qui travaille dans le pétrole et qui a un petit peu ce rôle de provider, comme ils disent. Alors, comment est-ce qu'on dit en français encore quand tu es un provider? En fait, c'est-à-dire que tout le monde l'aime par rapport à ce qu'il apporte. Oui, c'est Et, ça, oui, oui, tout à fait. Ouais. et à un moment donné, il a une discussion avec son fils parce que sa mère meurt, donc il va voir son père qui est dans une Mhm. sorte de foyer pour personnes âgées. Et puis, donc, quand ils sortent de là, son fils se rend compte qu'il a une relation particulière avec son père. Alors, il explique que son père le battait quand il était petit, que son père, en fait, se défoulait de toutes les frustrations de sa vie quand il était petit, sur lui, en fait, quand il était petit. Et il lui dit, tu vois, mon père, en fait, il a fait ça, en résumé, il a fait ça parce que son père a fait ça avec lui. Et en fait, ben, moi, j'ai pas réussi à briser le cycle. Et quelque part, c'est mon plus grand regret. Mhm. Et donc, tu vois, on voit cette répétition justement qui intergénérationnelle justement qui se Ouais. poursuit à travers le fils, le père et puis le grand-père. Bon, ce qui est quand même beau dans la série, c'est que le fils lui dit, écoute, moi, tu m'as donné tout ce dont j'avais besoin, je t'aime. Le mec avait les Mhm. larmes aux yeux. Et puis voilà, donc bon, ça veut dire que c'est aussi possible de casser le cycle, mais en général, on reproduit. On passe son temps à reproduire ce qu'on a Ouais, vécu durant l'enfance, quoi. on va reproduire, mais je pense quand même sincèrement que chaque génération améliore quand même un tout petit peu celle d'avant. Alors oui, il y a des trucs qui vont se reproduire. Alors, mais ça dépend quelle génération, parce que encore tout à l'heure, quand on discutait en off, Ouais, ça dépend de la culture, dans quel pays tu trouves, par exemple, même restons en c'est vrai. Occident. Entre la France, par exemple, tu vas prendre, on va dire, les cultures latines et les cultures anglo-saxonnes, et je parle même pas des pays du Nord, c'est totalement différent, tu vois. Oui, ça Alors n'a rien à évidemment, voir. Ouais. nous, on se base parce que nous, on est quoi? On est français, belge, donc bon, on se parle. Et encore moi, j'ai grandi en Afrique. Hein. Toi, je sais pas, je crois que tu me disais que tu avais grandi en Italie, si je ne dis pas de Une bêtises. partie Enfin, en Italie, une une partie en partie Belgique. d'Italie, voilà. Moi, j'ai eu la chance enfin la chance ou la malchance, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai grandi en Afrique et en France, tu vois. Donc, ça dépend, et c'est complètement différent l'Afrique et puis la France, tu vois, ça n'a rien à voir. Ceux qui grandissent en Asie, ça n'a rien à voir non plus. Ceux qui Non. grandissent en Amérique latine, ça n'a rien à voir. Donc, vraiment, tout dépend de où est-ce que tu grandis aussi. Mais Mhm. on va rester sur ce qu'on connaît, donc qui est la France, Belgique. Bah, C'est l'Europe centrale, quoi. voilà, exactement. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que je disais encore, moi? Je ne sais Oui, plus. Oui, donc on a cette tendance à répéter les schémas de répétition, mais je trouve allez, quand même, moi, ce que je constate, c'est que surtout quand les parents font un minimum de travail sur eux-mêmes, et ça se voit de plus en plus, je veux dire, des parents qui commencent aujourd'hui à devenir conscients. Bon, bah, déjà moi, par exemple, j'ai une gamine, j'ai pas du tout fait la même chose que mes parents, mais absolument pas. Donc, quelque part, tu vois, je me dis, ah bon, ah, voilà, j'ai fait mieux. J'ai pas été parfait, hein, j'ai fait des erreurs. Par moment, je voyais dans certaines de mes réactions, je dis, putain, je suis mon père. Ah, là, je viens de faire exactement mon père. Mais c'est inconscient parce que il y a un truc qui se déclenche. Très souvent, c'est une insécurité, un truc. C'est ce que tu as vu de tes parents. Et il y a cet automatisme qui vient, et ça commence. Et tu dis, tu as un comportement qui vient, et là, j'ai dit, merde, ah tiens. Mais il y en a qui se posent jamais la question. Moi, je me suis posé la question, parce que je me suis dit, d'où ça vient ce truc? Je viens de faire exact. Je viens d'avoir un comportement comme mon père, et pourtant, tout fait pour essayer d'éviter, par exemple, de crier pour des conneries. Parce que mon père, par exemple, en italien, tu vois,
ça pouvait crier. Ce qui, quand même, quand t'es gosse, bah, tu te saisis, tu te surprends, puisque c'est un bruit fort. Donc, c'est une des premières peurs que tu as. Il y a 2 peurs avec lesquelles tu nais, celle de tomber en arrière, à la renverse, parce que tu vois pas où tu tombes, et celle des bruits trop forts. Les deux, tu nais avec, toutes les autres, tu les apprends. Mais tu vois, ce truc, justement, ça jouait sur une peur primaire. Donc ça s'est vraiment imprégné, et ça prend un temps fou de décortiquer finalement le mécanisme, le pourquoi ça vient, d'où est-ce que ça vient. Et finalement, une fois que tu vas chercher tout ça, c'est souvent la peur de mal faire, l'insécurité, le fait de se sentir petit, le fait de croire que tu as besoin de contrôler quelque chose. Alors celle-là, c'est une spéciale, celle-là. Le besoin de contrôle constant qu'on a, justement parce qu'en réalité, on a la pétoche, hein. On est terrorisé face à la vie, donc on essaye absolument de contrôler un maximum de trucs, contrôler ça, contrôler ci, contrôler le système, contrôler les gens, contrôler. Alors, pour revenir un petit peu sur ma trame, parce que j'avais prévu une petite trame quand même, tu vois, parce que je savais très bien qu'on pouvait partir dans des digressions qui pourraient nous éloigner un petit peu du point de départ. Alors, toi, en tant que guide en intégration émotionnelle, tu aides les gens un petit peu à ôter leur masque. Quelle a été la transformation la plus marquante dans ta vie qui t'a fait réaliser que l'authenticité est la clé pour reconnecter corps, esprit et émotion? Tu me demandes une expérience particulière? Oui. À moi ou d'un client? Non, je parle de toi, là. D'accord. Une expérience particulière. Il y en a eu plusieurs, hein, ça va être difficile, mais celle qui m'a vraiment remis sur le chemin de l'authenticité, ça a été le burn-out. D'accord. Littéralement, Okay. Littéralement. Ça a été mon burn-out. C'était un appel vraiment c'était un appel de l'inconscient, en fait. C'était un appel de littéralement, oui, le burn-out, c'est littéralement ton masque, hein, l'identité que tu as construit, les croyances que tu as qui se fissurent complètement, et ton corps se met en arrêt total, et tu n'as pas le choix. Tu n'as littéralement pas le choix. Alors le burn-out, tu peux chialer quand on a un. Ça arrive très souvent. D'ailleurs, tu pleures quand tu as un burn-out. Moi, je me rappelle, j'ai passé des jours à chialer où j'étais là, je ne savais plus quoi faire. J'étais littéralement en chaos. Pourtant, j'en ai traversé des trucs. Je pensais jamais que ça m'arriverait le burn-out. Avant, quand j'entendais parler de burn-out, je disais, mais qu'est-ce que c'est que c'est pour les autres. C'est pour les autres. Oui, c'est ça, c'est pour les autres. Moi, je ne connaîtrai jamais. Eh ben, si, un copain, je te jure, le jour où ça m'est arrivé, j'ai rien compris, j'ai pas su faire autrement, tu saurais pas faire autrement, ton corps il fonctionne plus, il n'y a plus rien qui suit, tu n'as pas d'énergie, ton système nerveux il est complètement en miettes, tu ne supportes plus rien, tu n'as pas le choix, tu n'as littéralement pas le choix, il n'y a qu'un seul moyen de sortir d'un burn-out, c'est littéralement de commencer à vivre ta vie, quitter ce que t'aimes pas. Alors peut-être que tu sais pas encore ce que tu aimes bien dans la vie. Moi, j'ai vécu des années sans savoir ce que j'aimais, sans savoir ce que je voulais. C'était terrible. J'avais l'impression que c'était un vide constant. Il n'y avait rien, mais rien qui m'intéressait. Rien du tout. J'étais vraiment pilote automatique. Je faisais des boulots que j'avais pas envie de faire parce qu'il fallait gagner sa vie. Mais j'ai été malheureux la plus grande partie de ma vie. C'est seulement après mon burn-out que j'ai vraiment commencé à me réveiller, à me dire, bon, une seconde, là, pose-toi 5 minutes. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et vraiment, c'est à ce moment-là. Le burn-out, ça peut vraiment être le plus grand cadeau qui t'arrive. Littéralement. Parce que souvent, on voit ça comme étant une catastrophe. Alors, ça peut paraître comme ça, et c'est vrai qu'émotionnellement, c'est une super charge à porter, parce que tout explose dans tous les sens. Mais c'est vrai que la perception, comme tu disais tout à l'heure, la perception, en fait, du burn-out est en train de changer, on va dire, dans la conscience collective. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que la société évolue. Donc, elle est totalement en train de changer. Et je voulais te demander, alors, bon, là, tous les insights que tu nous donnes sur ton parcours, en fait, posent parfaitement le décor pour explorer tes outils concrets. Donc, on va passer un petit peu à la Body Mind Reset technique. Explique-nous brièvement ce que c'est la BMRT, j'arrive pas encore à bien le dire pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler. Pourquoi est-ce que cette technique qui cible les patterns subconscients stockés dans le corps est-elle si puissante pour libérer les traumas? Et en quoi est-ce qu'elle diffère d'une thérapie classique? Alors déjà, c'est pas une thérapie, c'est une technique. Je tiens à insister là-dessus. Et d'ailleurs, la personne qui a créé le BMRT, qui s'appelle Breda McQuaid, qui est irlandaise, qui m'a enseigné cette technique et qui continue de donner des cours, d'ailleurs, ici en Belgique, de temps en temps aussi en Espagne, insiste bien, c'est une technique, c'est pas une thérapie. Alors, où est-ce qu'elle est efficace? C'est qu'elle a été créée
justement pendant le Covid par cette femme. Et elle va directement s'attaquer au déclencheur du subconscient. C'est-à-dire, tu as un événement dans la vie, la technique va aller s'attaquer là-dessus. Donc, il y a toute la méthode de questionnement pour aller voir ça. Et le BMRT va vraiment travailler sur le déclencheur qui se trouve dans ta partie inconsciente de l'événement traumatique. Et va tout simplement couper. Alors, ça ne veut pas dire que ton trauma n'est pas arrivé, mais ça veut dire que le déclencheur, c'est terminé. Alors, moi, au début, quand j'avais entendu parler de cette technique, je dois t'avouer, je voulais ajouter une corde à mon arc pour mon coaching, parce que je me disais c'est toujours bien d'avoir plusieurs cordes à son arc. Elle ne m'attendait pas au résultat. Quand moi-même j'y suis passé, j'ai été relativement surpris. Et je le vois avec beaucoup de clients aussi, c'est quand j'utilise cette technique, c'est tout simplement phénoménal. Et donc, ça va vraiment s'attaquer à l'inconscient, au subconscient. Donc, on va ancrer ça dans le subconscient en répétant certains textes toujours de manière positive, ne jamais utiliser de négatif, par exemple, pas de ne pas, ce truc-là, parce que ton subconscient, tu vois, la subtilité, c'est que le subconscient ne comprend pas le négatif. Si je te dis ne pense pas à un éléphant rose, tu vas penser à un éléphant rose. Voilà. Donc, quand tu dis au subconscient, ah, fais pas ça, bah, c'est comme un gosse, hein, quand tu lui dis touche pas au feu. Ah, le gosse, il va systématiquement aller toucher au feu. Alors, si tu veux pas qu'il touche au feu, tu lui dis va un peu voir là-bas. Tu lui dis ce qu'il doit faire. Tu lui dis viens voir ici. Il va pas se tracasser du feu. Mais si tu lui dis touche pas au feu, il va aller dessus. Hein. Et donc, voilà, le BMFT travaille vraiment sur l'inconscient, sur le fait d'aller déconnecter ces choses. Et voilà, tout simplement. Donc, on identifie ensuite avec un test kinésiologique déjà si le corps est prêt. On fait la demande, donc on interroge le subconscient directement. Le test kinésiologique répond oui ou non. Et ensuite, on identifie un point sur le visage où la tension est accumulée. Et c'est parti. Tu exerces des pressions répétitives. Toi, soit tu as un reset qui est déjà prêt. On en a quelques-uns qui sont prêts pour des situations spécifiques et il y en a des autres pour aller chercher certains problèmes particuliers que là, on fait sur le tas. Mais donc, tu fais ça et tu dis ce que tu dois dire et la personne, elle répète exactement ce que tu dis, comme tu le dis. C'est là où il faut être attentif parce que des fois, tu as ton saboteur intérieur qui va venir essayer de mettre une phrase. Donc, toi, tu dois vraiment bien écouter ce que la personne dit. Quand elle se trompe, tu réinsistes pour que la personne répète. Et ça rééquilibre littéralement, ça remet le corps en ce qu'on appelle en homéostasie, donc en équilibre entre ton intérieur et ton environnement extérieur. C'est assez foudroyant. C'est nouveau encore, ça a commencé, je te dis, en 2021-2022. Ouais, ça fait 3 ans après, ouais, ça fait 3 ans, et là, il commence à y avoir de plus en plus de praticiens, donc tout doucement, ça avance. Ça se perfectionne encore avec le temps, évidemment, puisque chacun d'entre nous, des fois, on a un groupe WhatsApp avec tous les praticiens à l'intérieur. Des fois, quand on fait une petite trouvaille géniale, on ajoute. Et donc, voilà, c'est une technique qui, pour moi, reste vivante encore actuellement. Donc, on n'est pas du tout dans des anciens schémas. C'est marrant, ça, c'est ces nouvelles techniques-là alors, il y a évidemment le BMRT. Je ne sais pas si tu as entendu parler du Human Design ou pas. Oui, bien sûr. Oui, je suis fan. Ça, c'est aussi assez récent aussi. J'adore le Human Design. Ouais, j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, même j'en parlais avec, j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs avec et un petit peu expérimenté avec Bobo que tu as rencontré tout à l'heure. Là, je sais pas. Voilà, le Human Design. Je pense qu'il a appris beaucoup de choses sur lui. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est bien toute cette nouvelle. Ça fait partie en fait de l'évolution de l'humanité. Ça fait partie de l'évolution des accompagnements. Ça fait partie de l'évolution de l'humain. Et je suis très heureux, tu vois, quand on parle de élévation, comme le titre de mon podcast, c'est vraiment c'est des techniques nouvelles qui sont beaucoup plus adaptées en fait à notre époque, qui aussi bénéficient en fait de recherches de personnes évidemment qui ont, j'ai envie de dire, observé un petit peu peut-être ce qui s'est passé avant, qui ont compris exactement ce qu'il ne fallait pas faire de ce qui se faisait avant et qui ont créé donc ces nouvelles techniques parce que voilà, je sais qu'il ne faut pas l'appeler thérapie parce que sinon tu prends la mouche. Non, je plaisante. Mais non, c'est pas que je prends la mouche. Non, je plaisante. C'était une petite blagounette comme ça parce que c'est mon style en fait, tu vois, voilà. Mais voilà, je suis très très heureux en fait voilà, je suis vraiment très très heureux que tu puisses venir exposer cette technique là
ici. Alors, j'aimerais aussi parler euh, du, euh, du shadow work. Ouais. Le shadow work, c'est un petit peu explorer les ombres pour les intégrer, mais bon, ça pourrait faire peur à des gens. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils réagissent. Comment est-ce que tu gères des fois la résistance d'un client qui arrive en pleine crise de burn-out et quel est le tipping point Alors, où il voit... Ouais, non, vas-y. quand Ouais, un client arrive en burn-out, je ne vais pas en shadow work. d'accord. D'abord, le client, il a besoin de se calmer. Il a besoin Mhm. d'être calme, il a besoin d'abord de se poser un petit peu. Si la personne n'est vraiment pas en état, je vais commencer avec le BMRT, par exemple. Tu vois, Mhm. vraiment pour relâcher son système, pour commencer à lui Ok, permettre de travailler. ok. Je pense qu'il faut être aussi respectueux du rythme de chacun. Alors, il y a des gens qui savent intégrer très vite quelque chose, qui ont pas besoin enfin, qui ont besoin de beaucoup moins de temps. Et il y Mhm. en a, ça prend vraiment du temps. Pour X, Donc Y d'abord, en raison. fait, au départ, Ouais. est-ce que tu fais une sorte de test diagnostic pour voir où en est la personne et est-ce que tu peux... On parle, on Pardon? parle. On parle Ah d'abord. d'accord, vous D'abord, on discutez, discute. d'accord. Oui, mais Ouais, en ouais, fait, moi, le fait de discuter, c'est une forme de test quelque part. C'est ouais, là que tu prends tous les éléments et que ouais, c'est là que tu te rends compte de à quel ouais, niveau, à quel stade, en fait, la personne ouais. est d'accord. Ok. C'est là que je veux observer, par exemple, si la personne se contredit, si la personne a tendance à rester dans un rôle de victime, parce que tant que tu es une victime, tu ne dois pas être responsable. Ah non, mais j'aimerais bien qu'on s'arrête là. Voilà, j'aimerais bien qu'on s'arrête là. Moi, je sais que pour moi, c'est essentiel, tu vois, dans mon accompagnement, c'est-à-dire que c'est essentiel de vite cibler à qui j'ai affaire. Si Mhm. j'ai affaire à une personne, si j'ai affaire à une personne qui se complaît dans, parce qu'il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment le drama, Ouais, il y a oui. des gens qui aiment vraiment ça, et là, quelque part, tu sais déjà que tu vas être impuissant. Faut être Oui, réaliste, hein. Tu sais parce que qu'ils tu vas sont être accros à la thérapie. exactement, exactement. Ben Mhm. ça, alors on a deux manières. Pour moi, il y a deux manières. Tu dis, allez, soit je prends la thune et je le prends quand même, mais moi non, je peux pas parce que d'un point de Non, vue énergétique, je peux pas. C'est juste mais, impossible. Ça me euh, transforme. Je suis plus le mec cool que ouais, tu vois. Ça me rend littéralement fou. Tu vois ce genre de profil là. Je ne ouais, peux pas gérer ouais. avec ce genre de Ouais, profil. mais j'en ai connu comme ça, et t'as beau faire de tes pieds et de tes mains. Alors, c'est bon, tu les prends au début parce que tu connais pas, tu sais pas mieux. Mais là, récemment, moi, j'ai changé la manière dont j'approche les gens. On a d'abord une 30 minutes, 30, 45 minutes où on parle. Et je te dis oui ou non, hein. Au final, c'est encore moi qui décide si je veux bien ou si je veux pas, hein. Bien sûr. Ouais. Que, voilà, il y a aussi une question énergétique. Moi, je vais peut-être matcher avec telle personne et la même personne va peut-être pas matcher avec toi ou Exactement. vice-versa, tu vois. Exactement. Donc, faut aussi considérer tout ça. Je crois pas qu'on peut avoir aujourd'hui un système et dire ce système fonctionne pour tout le monde. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Ça Et c'est marche pas. important. Ouais. Ça marche pas. Et voilà, je vais dire, je suis pas Dieu le Père. Mm. J'ai confiance en mes capacités, mais je sais que je peux pas aider tout le monde. Et je sais que j'ai pas envie non plus d'aider tout le monde. Mm. Il y a des gens, je leur parle 5 minutes et à ce moment-là, je sais déjà, je le vois. Je le vois, la manière dont ils bougent, le langage corporel, Bien les sûr. phrases qui se contredisent, des trucs comme ça. Et là, je me Même, j'ai envie dis, de dire, même l'énergie, même, tout simplement. oui, L'énergie. tout simplement l'énergie. Mais enfin, voilà, donc il y a des choses qui arrivent et qui se reflètent sur toi et tu te fais oui ou non. Et voilà, enfin, je vais dire, un psy, il a l'obligation de te soigner. Bah oui, c'est un Ouais. thérapeute. Mm. Donc lui, il a l'obligation de te soigner, puisqu'en plus, c'est l'État. Moi, je n'ai aucune obligation de prendre qui que ce soit. Il y a des gens que je prends, il y a des gens que je refuse. Mm. Parce que le courant passe pas, tout simplement. C'est vraiment une question de courant. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prêt à faire le travail aussi? Parce que voilà, moi, j'ai pas, je vais pas dire que j'ai une méthode dure, mais j'ai pas non plus une méthode douce. C'est-à-dire, on peut faire, donc je propose un parcours qui s'étale sur 10 sessions. Pour les couples, un peu plus, parce que je dois les prendre ensemble et à part. Mais, euh, mais effectivement, il y a un parcours à faire. On va d'abord, en fonction de l'état dans lequel tu es, on va d'abord calmer ton système nerveux. Le shadow work, c'est pas une garantie non plus. Si tu n'es pas en état, je vais jamais commencer avec ça, parce que là, ça veut dire plonger au plus profond de tes abysses. Mhm. Et là, des fois, il y en a qui se mettent en colère, hein. Non, c'est pas vrai, hein. Ok, pas vrai. Mais je comprends, parce que je vais dire, personne n'aime qu'on lui fasse vraiment. Enfin, c'est pas que je fais la remarque que je fais, t'es comme ça. Non, non. Mais c'est qu'à un moment donné, des fois, les personnes, elles arrivent à une réalisation et tu le vois, cette réalisation, on les met en pétard, quoi. C'est Mhm. pas possible, Mhm. non. Et je fais,
Hein, après, tu calmes. Après, tu peux refaire un reset par derrière, tu vois, pour calmer le truc. Mais par exemple, le shadow work, c'est aussi important de mettre en action parce que tu peux faire tous les resets du monde, tu peux aller voir tous les coachs, tous les thérapeutes. Il y a une mise en action qui est nécessaire. Si tu vas juste faire ton truc, ah merci, je me sens bien, et que tu recommences à faire la même chose qu'avant de rentrer chez moi, il y a un problème. Il y a des actions à prendre. Avec le shadow work, il y a des actions à prendre. Quand tu réalises que tu as un problème avec quelque chose, etc., bah, tu dois commencer à prendre des actions. Et des fois, ça peut être aussi con, simplement commencer à prendre un journal et de remarquer, ah, il se passe ça à l'intérieur de moi, là, ou commencer à écrire. Et à voir, par exemple, ce que je fais des fois aussi comme truc, c'est il y a une émotion qui monte. À quel moment, qu'est-ce que tu étais en train d'écrire à ce moment-là? Entoure-le, qu'est-ce qui s'est passé là? On va voir, on descend, tu vois. On descend chaque fois plus profond, jusqu'à finalement arriver à faire remonter. 9 fois sur 10, c'est chaque fois la même chose. 9 fois sur 10, D'accord. c'est la même chose. C'est la même chose quasiment chez tout le monde. Ouais, Donc, je pense d'accord. que l'humanité souffre collectivement d'une blessure. C'est vraiment une blessure collective. Parce que le système, en fait, alors là, ça va faire un petit peu. La Ça va faire matrice. un peu. Non, mais bon, non, oui, on va dire le système, la matrice, la façon dont tout est. Déjà, nous sommes conditionnés, en fait, nous sommes conditionnés, on se bâtit sur des blessures. Ça pourrait être autrement, hein, mais on se bâtit sur des blessures. Nous Ouais. vivons dans une société qui fait tout pour nous conditionner, pour nous amener vers la peur, vers l'angoisse, enfin, tu vois, vers tout ça. Donc, bon, Mhm. et c'est pour ça, tout à l'heure en off, je sais pas si tu te rappelles de ce que je disais, enfin, de ce qu'on disait avant de commencer l'émission. On disait que on était assez d'accord d'ailleurs tous les deux que nous passions en ce moment par une période un petit peu de transition, une sorte de machine à laver, là où tout le monde est complètement secoué, mais qu'on se dirige vers quelque chose de bien et que ce par quoi nous passons Ouais. maintenant, c'est nécessaire. Voilà, Oui, c'est vrai. Oui, je m'en petite, souviens. Ouais. petite Mais tu digression. Ouais. as tout à fait raison. Ouais. Je suis convaincu aussi. C'est visible. Il n'y a plus rien qui tient. Bien sûr. Moi, j'aime beaucoup la situation dans laquelle on se trouve maintenant. Je vois les gens qui sont complètement, les gens sont, ils sont secoués, ils sont retournés, ils Ouais. sont absolument, ils sont dans tous leurs états. Mais je les préfère comme ça que totalement endormis, totalement amorphes, tu vois. Là, il se passe vraiment quelque chose. Et Mhm. quand on est un petit peu, alors de manière vraiment de manière humble, mais quand on est un petit peu avancé sur le chemin, c'est agréable à constater. Mhm. Voilà, Tu tu te sens vois. moins seul. Exactement, Ouais. exactement. Tu vois. Ouais. Et Effectivement, oui. ouais, 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 ouais. Et je voulais te demander parce que tu parles, alors tu parles tu parles de réguler en fait les émotions via le Ouais. corps. Ouais. Notamment, je crois que tu parles de mieux dormir. Peux-tu nous décrire en fait une session type où la BMRT opère ce reset? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue neurologique quand on libère un trauma bloqué? Alors, ce qui se Et, passe, je vais te et citer par juste exemple. Ouais. pour compléter Ouais. ma question, Vas-y. et pourquoi est-ce que c'est si libérateur pour l'anxiété ou l'addiction, concrètement parlant? Alors, je vais te citer un exemple. Je vais reprendre un des derniers clients que j'ai eu. Elle vient chez moi parce qu'elle se plaint de problèmes. Elle a du mal à dormir. Elle est allée chez le kiné. Ça fait 3 ans qu'elle fait des tests. Elle a des problèmes à la nuque. Bon, la nuque, déjà, c'est la séparation entre ta tête et ton cœur. Donc, ça veut déjà dire qu'il y a un problème ici. Dans les traumatismes, très souvent, ce qu'on commence à remarquer de plus en plus, il y en a plusieurs qui en ont parlé. Bruce Lipton en a parlé. D'autres personnes en ont parlé. Joe Dispenza en parle aussi. Tes émotions et tes traumas, ils vont finir par provoquer des symptômes physiques, par exemple. Ok. Tout à fait. Donc, quelqu'un qui vit toujours dans sa tête, qui ne fait pas attention à ce qui se passe ici, qui à un moment donné commence à développer des problèmes là, ça a du sens. Quelqu'un qui n'exprime jamais sa vérité, qui a toujours des problèmes au niveau de la gorge. Donc voilà, cette personne vient ici dans un état au Lamentable. début lamentable. Au début, tu sais, au début, elle était un petit, oui, je sais pas trop quoi faire. Je dis, écoute, tu peux toujours venir. En plus, elle est néerlandophone. Moi, je lui dis, les sessions, je les fais en anglais, mais on va essayer. Je vais quand même essayer avec les quelques bribes de néerlandais que j'ai. Donc, finalement, on arrive quand même à se débrouiller. Mais je lui demande un petit peu par email à un moment donné. Je dis, bah, est-ce que tu peux me dire un petit peu pourquoi tu viens? Et là, elle m'envoie le pavé. Et j'ai fait, waouh! Donc déjà, je sais que quand elle arrive,
elle n'est pas en bon état. Combien de fois tu vas écrire un pavé comme ça à quelqu'un que tu n'as encore jamais vu? Il faut voir ça aussi. Donc, c'est vraiment ce besoin. Donc, avant qu'elle arrive, je sais ça ne va pas. Donc, on se retrouve à l'étage ici. Ça, c'est quand je fais du présentiel, soit je me déplace, soit les gens viennent chez moi. Bon, et donc, on parle, et j'identifie le premier problème. Je survis. Donc, son problème, littéralement, c'est je survis en m'adaptant sans cesse aux autres. Ça, c'est l'affirmation, et tu fais le test musculaire là-dessus. Le test musculaire vient positif. OK. On a un reset qui est prêt pour ça. Il s'appelle le reset des besoins, le protocole des besoins de base. On l'appelle comme ça. Enfin, bref, elle se couche. On identifie le point sur le visage. Parti. Terminé. Parti. Ça ne veut pas dire que son problème était réglé, mais son problème était parti, dans le sens où, en faisant le reset qui est justement orienté sur le fait d'accepter que les gens qui t'aiment vraiment t'aimeront quoi que tu dises ou quoi que tu fasses, hein, que l'amour inconditionnel, déjà tu l'as par rapport à toi-même, parce que dans le reset, il y a ça qui est intégré aussi, l'amour propre, l'amour de toi, le fait de toi-même ne pas te juger pour les trucs que tu fais. C'est ça, au final, là, c'est ton l'esprit mal utilisé, ça va très loin, hein, la manière dont tu te parles à toi-même. Et donc, tous ces trucs-là, le reset, à un moment donné, revient, et je lui avais dit, si ça marche pas, tu payes pas. Elle a quand même payé, elle a rebooké sa session d'après. Je crois qu'elle a fait 2 sessions en tout, et là, maintenant, elle réalise qu'elle doit faire un travail sur elle-même, qu'elle veut faire un travail sur elle-même. Pas forcément chez moi, parce que le prix est un petit peu haut pour sa bourse, mais voilà, va faire ton travail. Donc, elle a mis les choses en action, tu vois, alors qu'elle était complètement paralysée dans son truc, savait pas quoi faire, venait avec 1001 problèmes, et finalement, voilà. Moi, ça me fait plaisir. Bon, c'est pas un bon business model, du genre, elle revient pas pendant 3 ans, mais j'ai pas envie de ça non plus. Les gens, quand ils viennent chez moi, je suis content de les voir venir, mais je suis aussi content de les voir partir. Parce que quand ils sont partis, ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de moi. S'ils n'ont plus besoin de moi, c'est que j'ai bien fait mon travail. Mais c'est bien, c'est une forme d'éthique, ce qui n'est pas le cas Voilà. tout le monde, encore une fois de Voilà, plus. c'est une forme d'éthique. Et donc ça, c'est un exemple, je vais dire, du BMRT. La personne est allongée, les yeux ouverts, les yeux fermés, et la technique est faite. Ça peut se faire en ligne, ça peut se faire, donc à ce moment-là, c'est moi j'identifie les choses, toi tu tapes et tu répètes. Donc c'est quelque chose qui peut tout à fait se faire en ligne. J'ai une petite préférence pour le présentiel, mais ça c'est parce que je suis de la vieille école, j'aime bien de voir les gens. Mais bon, quand tu veux faire une vie de nomade digital, à un moment donné, tu dois faire un choix. Quand tu veux voyager beaucoup, tu dois commencer à faire un choix. Et voilà quoi. Donc, voilà. D'accord. Et une question un peu provocante. Ouais. Dans un monde qui est obsédé un petit peu par la performance et les hacks rapides, pourquoi est-ce que tu insistes sur une approche lente et profonde comme le shadow work? Est-ce que tu vois des risques à forcer l'authenticité sans cette introspection? Tu ne peux pas forcer l'authenticité. C'est pas possible. Sinon, tu joues un rôle. Non, mais c'est bien que tu dises. Ouais, c'est très bien. Une authenticité forcée, c'est pas authentique. C'est pas possible. C'est juste pas possible. J'y crois pas. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu joues un rôle. Donc, forcer les gens à être authentiques, c'est pas possible. C'est un choix d'être authentique. C'est vraiment un choix. C'est une action à prendre. Ça veut pas dire que tu commences à être irrespectueux ou irrévérencieux envers les gens. Non, tu peux tout à fait être authentique tout en étant poli. Tu peux être authentique tout en respectant que la personne en face de toi a tout à fait le droit aussi d'être authentique. Tu peux simplement être d'accord sur un désaccord. C'est des choses qui arrivent. Je t'ai bien dit que la question était provocante, hein. Elle était expressément provocante. Ouais, mais par exemple, la performance, c'est un truc horrible. Par exemple, ça c'est surtout pour les clients hommes, cette performance, ce fait de devoir être constamment dans un état où tu dois être performant dans ton boulot, performant au pieu, performant... tu t'effondres, hein. Au bout d'un moment, il y a des problèmes. Hein. C'est juste pas possible. Tu peux pas être performant et en même temps, si tu es là constant dans la performance, il y a un problème aussi. Je vais dire par exemple, en intimité, en sexualité,
la pression qu'on se met, nous les hommes, à devoir être performants. Il faut absolument que je donne un orgasme à ma partenaire. Ah bon? Mais ça, attends, mais ça tombe pas du ciel non plus, David. C'est parce qu'on a été, Oui, conditionné, on a le été conditionné porno, à ça. tout un tas de trucs. Il y a tout un tas de conditionnements. Le cinéma, par exemple, la Absolument relation. tout. Le cinéma, la pub, Oui, enfin, le cinéma, la pub. Enfin, etc. C'est sûr. moi, j'ai 46 ans. Je me rappelle, dans les années 80, on te montrait des seins pour te vendre tout et n'importe quoi. Ah, les pubs dans les années 80, tu voyais des paires de seins dans tout. Mais toutes les pubs, les gels douche. Tu étais toujours content de voir la publicité du gel douche parce que tu avais toujours cette belle fille nue sous sa douche. Mais tu voyais tout. C'était les années 80. Littéralement, quoi. C'était un truc de dingue. Enfin, je me rappelle, c'est une émission qui passait en France. Tu avais le truc, c'était Colaro, je crois, qui avait ça. Cocorico Boy, tu avais un striptease, mais c'était genre à 19h30, quoi, quand tout le monde regardait, même les gosses, quoi. C'était un truc de fou, quoi. Donc, c'est pour te dire à quel point ce conditionnement va loin. Et aujourd'hui, par exemple, en relation, avec les OnlyFans, avec les photos sur Instagram, les trucs, je me dis, putain, les gars, vous êtes mal barrés, quoi. Il y en a qui sortent, il y en a qui se réveillent, hein, il y en a qui en sortent. Par exemple, là, c'est déjà arrivé. Là, je suis tombé sur quelques interviews Les justement. choses bougent beaucoup, hein, contrairement à ce qu'on pense. Tu sais, je vais te dire, Ouais, alors, ouais. c'est marrant, tu parles de OnlyFans, c'est marrant, tu parles de Instagram, tout ça, mais il se passe beaucoup de choses depuis 1 ou 2 ans. Mais vraiment. Ouais. Et il faut vraiment faire attention. Moi, je suis un observateur très, très précis de la société, tu vois, et par rapport à ça, alors, si tu vois la situation on va dire, la situation masculine des hommes, on va dire, de manière générale, il y a à peu près Mhm. 3 4 ans, et puis, on va dire, cette dernière année, moi, j'ai vu des tendances, par exemple, qui se sont créées sur les réseaux pour dénoncer tout ça, ce dont tu parles, Oui, pour oui. dénoncer les femmes, justement, qui vendent leur corps sur OnlyFans et qui, quelque part, sont nourries par, j'ai envie de dire, par la misère émotionnelle et sexuelle de beaucoup d'hommes, en fait, tu vois, qui sont mis, parce que ça, c'est aussi un phénomène dont on ne parle pas beaucoup, la misère. Tu sais, c'est pas du tout pour faire une. Bon, je pense que les deux sexes sont différents, mais les femmes, elles ont cette capacité, en fait, à être aimées, quoi qu'il arrive, de manière inconditionnelle. Ça veut donc dire, en fait, qu'une femme, souvent, elle est aimée de manière. Je ne dis pas, je veux pas dire que Mhm. 100% des femmes sont aimées de manière inconditionnelle, mais souvent, tu vas voir, je vais prendre un cas tout simple. Tu vas rencontrer une femme, tu vas flasher sur elle, tu vas dire, tiens, c'est elle, tu la connais pas, tu vas avoir un truc et tout, tu vas dire, c'est elle. Souvent, malheureusement, alors c'est pas toutes les femmes, heureusement, mais malheureusement, beaucoup de femmes vont vouloir savoir combien est-ce que le mec il gagne, est-ce qu'il peut assurer derrière, enfin, tu vois ce que je veux dire, tu vois. C'est Oui. euh, c'est malheureusement, c'est un constat qui est un peu amer. Maintenant, il faut le nuancer. Ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr, mais il faut le nuancer. Mais du coup, j'ai tellement digressé en fait que je ne sais plus où est-ce que j'en suis, mais oh, oui, non, je sais pas. Je faisais signe à quelqu'un, à ma fille qui rentre, de ne pas faire de bruit. C'est tout. D'accord. Ok, d'accord. Ok, ok, d'accord. Non, je pensais qu'on voulait te kidnapper. Fais des signes, hein, si jamais on te braque, Non, non, fais-nous un signe pour que non, tu vois, c'était. on Je, sache. je Mais du faisais coup, juste signe à ma fille comme ouais, ça. J'étais comme ça en train de lui dire. ouais. Pas trop de bruit, parce que- Mais du coup, on en était où là? Parce que du coup, là, on a On digressé en chez. était avec justement le OnlyFans, le fait qu'il y avait beaucoup de choses qui changeaient et Oui, le oui, fait les choses sont en train de qu'on changer, en était heureusement. au fait que tu disais que malheureusement ce que certaines femmes font, je ne vais pas dire beaucoup, je ne vais pas dire toutes, je vais dire, mais c'est vrai que c'est des cas de figure qui arrivent où on va plutôt demander au mec combien tu gagnes, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc., etc. Alors que finalement, ça n'a strictement rien à voir avec l'individu. Là, je crois qu'on est tout simplement dans l'état de conscience de la personne en face de toi. Alors, il y a des hommes à qui ça intéresse encore de jouer à ce jeu-là. Je pense qu'il y en a de moins en moins. Des mecs qui sont encore On intéressés va à dire jouer. que moi, comment est-ce que je vois les choses? On va dire qu'il y a deux sociétés, en fait, deux mondes, Oui, bien oui, il sont y en a deux train. Il y a deux sociétés mondes, il y a ouais, deux mondes qui se séparent, en fait, tu vois. Il y a donc absolument. effectivement tous ces mecs qui sont dans la misère, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans la misère émotionnelle. Alors moi, c'est un thème que je traite de manière particulière. D'ailleurs, je lance un accompagnement sur ça à partir du mois de janvier. C'est quelque chose que j'ai observé qui m'a beaucoup touché, en fait. C'est Mhm. quelque chose qui a été beaucoup sous-estimé. Même, tu sais, il y a beaucoup de choses chez les hommes dont on ne parlait pas. Par exemple, la dépression, tu sais, Ouais. c'était considéré comme une faiblesse. Ouais. Le fait de pouvoir être vulnérable, c'était considéré comme une faiblesse. Aussi, pareil, cette misère émotionnelle, c'est aussi considéré comme une faiblesse, tu vois. Donc voilà, c'est des choses que j'ai voulu. Je me suis dit que pour améliorer l'humanité, évidemment,
Eh bien, ce serait peut-être bien de traiter en fait ce problème, tu vois. Voilà. Ouais, Donc, tout à fait vrai. conclure justement sur tout ce qui est OnlyFans et puis Instagram, ce qui est rassurant, c'est qu'aujourd'hui, aussi bien d'ailleurs des hommes que des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes, moi j'ai vu cette tendance, beaucoup de femmes qui dénoncent ça. Cette marchandisation du corps et puis cette dégradation en fait parce que c'est dégradant en fait tu vois et que l'argent a pris tellement de place a pris tellement de place que les gens en fait ils ont oublié le côté humain mais encore une fois de plus il y a deux mondes il y a deux humanités Oui, oui. qui se séparent et puis on verra bien où est-ce que ça nous mène. Tout à fait. Ouais, non, mais c'est vrai. Et tu sais, ce que je remarque aussi, parce que tu parlais de vulnérabilité, c'est bien, j'aimerais bien faire une petite parenthèse là-dessus. Hein, parce qu'on croit souvent qu'être vulnérable, ça veut dire que tu pleures, que tu es faible. C'est pas ça, en fait. Être vulnérable, déjà, ça demande d'être honnête par rapport à tes propres limitations, Mhm. par rapport à toi-même. Donc, tu peux pas t'ouvrir à l'autre, hein. C'est très compliqué de s'ouvrir vraiment à l'autre si déjà Ça veut dire toi-même. se connaître en fait soi-même ça Se veut dire se connaître, connaître oui, oui, soi-même. c'est ça. Ouais. Être vulnérable, finalement, En c'est fait, c'est très accepter. très fort d'être vulnérable. Il faut beaucoup de force. Il faut avoir le Exactement. courage de regarder à l'intérieur de soi. Il faut avoir le courage en Exact. fait, de se Oui. défaire des dictats de la société ou bien ce que voilà, de l'image que la société veut nous imposer pour regarder en Mhm, soi. mhm. Mais c'est une Ouais. grande force finalement, tu vois. Ouais. Mais par exemple, tu vois, je veux dire, moi c'est quelque chose en grandissant, j'ai énormément souffert. Enfin, je veux dire, je suis pas construit comme Schwarzenegger, mais pour te parler, moi j'ai grandi Je dans n'ai les pas années 80. remarqué. Ah, c'est vrai. Moi j'ai grandi dans les années 80, tu vois, et on avait quoi comme modèle? On avait Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, tu vois, c'était l'époque culturisme américain, on était bombardés de ces trucs-là. Ouais, tu sais, après, et encore maintenant, t'en vois, ils sont là, ils poussent et ils soulèvent de la fonte et tout, au point de devenir un petit peu comme le bonhomme Michelin, tu vois. Et moi, j'étais pas comme ça. Et pendant des années, ça m'a frustré, ça m'a profondément frustré de me dire, tiens, j'arrive pas. Premièrement, j'ai pas la discipline d'aller soulever de la fonte comme ça. Deuxièmement, j'ai pas l'envie d'aller soulever de la fonte comme ça. Et donc, il y a justement cette espèce de modèle du masculin, alors qu'on a absolument essayé de forcer en disant le masculin, c'est ça et uniquement ça. Tout le reste, faut pas regarder, ça va pas. Un homme, ça pleure pas. Un homme, c'est pas faible. Un homme, ceci. Oh, copain, un homme, c'est un humain. Ça peut être faible, ça peut pleurer, ça peut craquer. Ça veut pas dire que ça doit commencer à le faire à outrance mais un homme a le droit de pleurer, un homme a le droit de se sentir bien, un homme a le droit de tout simplement se dire, eh, moi, la Un homme a le performance, droit d'être un être humain, tout simplement. tout simplement, un homme a le droit d'être un être humain. Et justement, il y a cette reconnexion à la vulnérabilité et à l'authenticité qui fait qu'à un moment donné, dans une relation, par exemple, tu deviens littéralement présent. Euh, un autre truc que je remarque aussi, c'est qu'on a fait de l'intimité quelque chose qui se limite à l'acte sexuel, alors qu'en réalité, l'intimité commence avec le premier regard. Elle commence à se construire à ce moment-là. Et à chaque petite action qui va suivre, ça devient de l'intimité. Parce que l'intimité, tu as l'intimité physique, hein, quand mais tu as l'intimité émotionnelle, l'intimité intellectuelle. Il y a plusieurs formes d'intimité qui, à un moment donné, vont commencer à venir créer un cocktail. Parce que si l'intimité, c'est juste le sexe, bah, tu vas vite te fatiguer. Au bout d'un moment, tu seras plus intime avec ton partenaire parce que l'habitude, l'usure, ou tout simplement, tu es pris dans ta vie de tous les jours et tu arrêtes de voir la personne avec laquelle tu vis. Et ça commence à devenir un espèce de fantôme du passé, tu vois, qui est toujours là pour te rappeler que quelque part, tu as dû merder parce que ta relation ne fonctionne plus. Tu comprends? Et donc, ce rapport à l'intimité, à la vulnérabilité, au fait d'être présent au moment même, tu vois, c'est un truc que je trouve qui manque. Hein. Par exemple, le fait de se dire on lâche tout, on pose tout. Aujourd'hui, c'est pour nous. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de bon, quand ils sont chez les grands-parents ou ailleurs ou chez une babysitter, s'il n'y a pas de grands-parents ou bon. Mais prendre des moments pour soi, pour être présent, ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir directement une histoire, ça veut pas dire qu'il doit directement y avoir du sexe, par exemple, mais un moment où l'homme peut être, à un moment donné, se reposer et recevoir cette tendresse, recevoir ce moment où ça va, c'est bon, c'est bien. Tu vois, c'est comme, je veux dire, cette scène où le lion s'est battu et puis à un moment donné, il se pose et il reçoit un petit peu de tendresse, tu vois, et sa blessure est léchée. L'homme doit pouvoir se poser aussi à un moment donné. Et c'est vrai qu'on ne voit pas ça. Malheureusement, les modèles sont encore trop dans le blanc, le noir.
il n'y a pas cet équilibre. En plus, on vit dans une époque vraiment dégueulasse par rapport justement au rapport homme-femme. C'est une époque qui est horrible, elle est vraiment dégueulasse. C'est pas possible, il y a un design là derrière, ou alors on est complètement parti. C'est cette tendance à dire, Non, 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 il y a un design. Il y a un oui, design. il y a un design, bien sûr, hein, mais C'est peut-être pas le thème du podcast, mais il y a réellement, il y a il y a littéralement. réellement un design. Mais je veux dire, cette division homme-femme qu'on a créée, hein, qu'on a accepté, parce que finalement, à chaque like que tu vas mettre sur la vidéo de quelqu'un qui vient te dire que tous les hommes sont les pires enfoirés de la Terre, chaque fois que tu vas mettre un like, tu vas cautionner ce genre de truc. Et donc, des jeunes qui vont voir ça, cracher sur les mecs ou cracher sur les femmes, ça fait du like. Donc, on va faire ça aussi. Et donc, tu as ce système de rééducation pervers qui font que les hommes et les femmes commencent tout doucement, sont partis comme ça. Ça change, parce qu'il y a un retour de battant qui est en train d'arriver aussi. Mais il y a eu une sale période vraiment là-dessus par rapport au relationnel. Les hommes osent plus être des hommes. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit être des sauvages, qu'on doit être là, coup de bâton. Non, non, non. Mais il faut remettre les bases. Il faut remettre les bases d'un couple. Si à un moment donné, il n'y a pas de couple, s'il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'enfants. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a plus d'humains. Tu peux le tourner dans tous les sens que tu veux. Ou alors on grandit dans des cuves. Mais est-ce qu'on est encore des humains là, tu vois? Donc voilà. Les relations, c'est un truc aussi hyper compliqué à cette époque-ci. Je voudrais pas être jeune maintenant, je voudrais pas aller à un premier rendez-vous maintenant, je voudrais pas avoir 18 ans maintenant, ça me ferait trop peur. Ça me ferait vraiment flipper d'avoir 18 ans maintenant et de me dire je vais aller voir une fille, je vais essayer de l'embrasser et puis après téléphone. Non, 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 je voudrais pas être jeune aujourd'hui. Tu veux dire, Et tu vas toi? essayer de l'embrasser et puis après, tu vas être accusé en fait de harcèlement sexuel ou bien de. C'est ça Même que tu pas. veux dire? Ouais, ça, par exemple, c'est quelque chose qui peut arriver. Je vais dire, allez, il y a aussi un truc, il y a eu des abus de langage ces dernières années. Oui. Oui. On ne réfléchit plus, on fait des labels. C'est-à-dire que si, par Mais encore exemple, pareil, on revient encore au design, hein? on On revient revient au au design, oui, mais c'est ça, design. parce que c'est un design entretenu, parce que les médias, les journaux font ce design, utilisent ce langage et te le répètent comme ça, de manière quasiment continue. Mais c'est effarant. Enfin, moi, enfin, je suis pas vraiment un donneur de conseils, mais le seul conseil que je donnerais aux gens, éteignez votre télé. Écoute, je pense que tu vas venir dans notre podcast avec Bobo discussion privée, hein, parce que là, c'est des thèmes qu'on aborde souvent, tu vois. Donc, c'est vraiment des thèmes qu'on décortique dans tous les sens, Oui, qu'on éteignez votre dissèque, tu télé. vois. On les opère un peu quoi, sur une table et Ouais. puis on sait exactement ce qui se passe. Et c'est pour ça que je t'affirme avec certitude qu'il fallait passer par là. C'est très, très bien d'ailleurs qu'on passe par là. C'est très bien qu'on passe par le pire. Parce que là, on est vraiment Ah bah dans le oui. pire du pire du pire. On est dans l'anti-humanité, dans l'anti-humain en ce moment, tu vois. Ouais, ouais, tout à fait, Et il faut que absolument. l'être humain Ouais. passe par là, soit totalement dégoûté pour prendre conscience. Voilà, donc Ben oui, mais alors c'est ça l'ironie de l'histoire, c'est que finalement, tu as tous ces mécanismes de contrôle qui sont en train de s'installer, tu as toutes ces divisions qui sont en train de se faire, et puis comme ça, sporadiquement, et mais moi je vraiment de pense que plus en plus. moi, je pense que tout ça est en train de s'effriter au contraire. Ouais. Je pense qu'ils font beaucoup de bruit, ils sont très visibles parce que c'est spectaculaire, hein. C'est souvent les gens les plus faibles qui font le plus de bruit, tu vois. Donc c'est très Mhm. spectaculaire, mais en vrai, tout ceci est en train de s'effondrer. Tout Oui, ceci est oui, réellement en train de s'effondrer, tu oui, vois. oui, absolument. Absolument. Euh, euh, Tout et n'importe quoi. Enfin, je commence aussi à le remarquer que, à force d'être allé dans un monde qui est tellement. Alors, il y en a qui vont vouloir ce monde-là, grand bien leur face, qu'ils y aillent. Mais je remarque quand même qu'effectivement, il y a de plus en plus de monde qui commence à se poser vraiment les bonnes questions. Et c'est bien, c'est rassurant de se dire qu'il y a eu un excès d'un côté, et que là, maintenant, tout doucement, le balancier est en train de revenir de l'autre, et qu'à un moment ou un autre, les choses vont s'équilibrer. Alors, euh, quand on verra. Non, ça, Mais non, on peut pas savoir. Nous ne sommes que des humains. On n'a non, pas cette capacité-là. voilà. On n'a pas cette capacité de Mais prédire. par exemple, là, pour en revenir au système, au système de programmation, que ce soit la musique, les films,
les pubs, etc. Oui, effectivement, il y a ça qui est exécuté, mais quand est-ce que nous, en tant qu'individus, on prend notre responsabilité par rapport à ça? Parce que De plus en plus de gens, on revient encore à on ce revient encore une fois sur on le évoquait sujet. tout à l'heure, on revient encore beaucoup, de plus en plus de gens prennent la responsabilité. Rien que le fait que toi et moi soyons en train de parler de ça de manière publique, c'est prendre une responsabilité. Et je Tout à peux fait. t'assurer que les gens, enfin moi, c'est moi ce que je vois, moi c'est autre chose. Hein. Je suis conscient évidemment, je suis conscient qu'il y a des gens, mais parce qu'on a quand même cette tendance des fois à être attiré, à être révolté par ce qui est négatif. Oui, d'accord, on peut regarder le verre à moitié plein ou bien à moitié vide. Mais moi, ce que je Mhm. suis en train de voir, c'est que le verre à moitié plein, il est en train de devenir un verre aux trois quarts à moitié plein. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, Oui, 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 tout à fait. il y a vraiment une évolution, quoi. Il faut juste laisser ce système s'effondrer. Les gens qui ont envie d'être accrochés à lui, ben, s'effondrer avec. Ah oui, Et puis l'humanité continue là où elle doit aller, c'est-à-dire vers la lumière, vers l'humain, tout simplement, quoi. vers l'humain, oui. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que je pourrais. Et Enfin, juste pour conclure, ce vas-y. que toi, tu fais justement, tu vois, avec ton accompagnement, participe aussi à ça, mine de rien. Tu vois, tu apportes ta Oui, pierre oui. à l'édifice, comme d'autres, et tu sais, petite goutte par petite goutte, qui se rassemblent, ça forme un grand océan, et puis Mhm. c'est aussi ça qui aide. Tu sais, voilà, il faut pas sous-estimer le travail que tu es en train de faire. Tu Non, vois? pas du tout, mais tu as tout à fait raison. Et enfin, je vais dire, j'ai plusieurs idées aussi pour développer certains programmes. Alors là, pour l'instant, je travaille avec ce que j'ai. Donc, hein, j'ai le programme individuel et le programme pour les couples, justement, parce que hein, tout ce qui est relations, Excuse-moi de intimité. t'interrompre, je vais demander, parce que là, tu me tends une perche. Ouais. J'ai envie de savoir quelle est la question la plus percutante que tu poses à un couple pour raviver un peu la vulnérabilité et transformer la peur en connexion Ah, authentique. waouh, quelle est la question que je pose à un couple? Alors là, ça dépend du couple que j'ai en face de moi. Euh, oh, Je suis quelle est obligé de poser des questions qui sont un peu générales. Je sais très bien que chaque cas il est différent, mais bon, sinon il n'y Ouais, a ouais, pas de ouais. question. Sinon il n'y a pas de question, tu vois, c'est pas possible. De 1 à 10, à quel point est-ce important de donner un orgasme à votre partenaire? C'est ça que tu. C'est Ah, mais une c'est des très questions que je pose. intéressant De ça. 1 à 10, à quel point c'est important de donner un orgasme à votre partenaire? T'imagines pas le nombre de personnes qui tapent dans les 8, 9, 10, alors que c'est pas ça qui est important. Alors C'est une ça qui est question, mo- pour rebondir sur ça. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Ça fait combien de temps? Peu importe. Peu importe. C'est vraiment ce que les gens répondent. D'accord. C'est vraiment ce que beaucoup de gens répondent, ouais. Alors, J'ai envie de dire que j'ai envie de dire j'ai pas des qu'ils personnes répondent ça âgées parce pour que le couple. j'ai envie de dire qu'ils répondent ça parce que ça c'est typiquement une réponse de personnes conditionnées. Donc en même temps Oui, c'est normal qu'ils viennent se faire exactement, oui. que, Mais voilà. ça me permet de voir déjà à quel niveau j'ai affaire en face. Le gars Mhm. qui me fait 10. Ah, ok, on va bosser, mon gars. Voilà, moi, je serais là, j'exploserais, je serais pété de rire. Je te dis la vérité, je sais pas si je pourrais me retenir, tu vois. Non, évidemment que je me retiendrais, mais au fond de moi, je serais mort de rire. Mais Bah c'est écoute, amusant. au moment où moi ça m'arrive et qu'il y en a qui me fait 10, je regarde et je fais ma mère. Et puis je fais, on va y revenir. Tu peux tourner ça à l'humour. Tu peux, enfin, encore une fois, ça dépend de l'énergie de la personne que tu vas avoir en face de toi. Ouais. Mais par moment, alors, je vais jamais dédramatiser une émotion qui est hein, une personne qui est là en train de chialer, en train de dire, bon, allez, c'est pas grave, hein. Surtout pas, ton émotion a le droit d'exister, c'est Bien hyper sûr. important. Mhm. Mais par exemple, un gars qui va me faire, oh non, moi, c'est important. Moi, ma femme, elle doit avoir 7 orgasmes par jour. Là-dessus, je vais regarder, je vais faire, ma mère. Et je dis, on va en reparler, on va en reparler. Et donc, effectivement, on en reparle. Et à ce moment-là, tu découvres que finalement, ça, c'est généralement vers les 45, 50. C'est surtout vers les femmes de 50 ans. Elles commencent en fait à dire, oui, j'ai plus envie d'être dans la performance. Mhm. Elles disent ça. C'est pas ça qu'elles cherchent à ce moment-là. À ce moment-là, elles veulent plutôt elles veulent que l'homme soit présent, pas forcément dans la performance, pas qu'il soit là en train de absolument. C'est pas ça qu'elles cherchent à ce moment-là. Elles veulent une connexion, une vraie connexion. Arrivé à un certain âge, elles veulent vraiment ça. Et je trouve que plus tu parviens, si on parvenait à l'avoir plus jeune, je pense que les couples tiendraient plus longtemps et que la cellule familiale redeviendrait ce qu'elle aurait toujours dû rester, une famille, où tu as deux parents et les enfants qui grandissent de manière saine parce qu'ils ont un rapport sain à l'amour
et à la vie, tout simplement. C'est pour ça que pour l'instant, je commence à me demander si je vais pas uniquement me concentrer sur les couples. Alors je sais que ça arrivera plus tard, c'est dans un projet à moyen terme, je vais dire ça comme ça, où à un moment donné, pendant tout un temps, je ne m'occuperai plus que de ça. Parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, plus que l'addiction, plus que les burn-out, etc. Ce sera à un moment donné vraiment de retravailler sur cette dynamique-là, sur les dynamiques de couple, à quel point on s'est planté sur certains trucs. Alors je dis pas que les vieux modèles étaient pas bons, ils nous ont emmenés jusqu'ici, mais les vieux modèles d'avant, tu vois, les modèles de mes grands-parents par exemple, où on reste envers et contre tout, c'est pas sain non plus, c'est pas bon non plus. Je pense qu'il y a des relations qui sont là pour te faire grandir et qu'une fois que la croissance est faite, soit les deux ont grandi en même temps, soit il y en a un qui a grandi d'une manière et l'autre qui a grandi d'une autre, qu'à ce moment-là, c'est OK tout simplement de partir et de partir proprement, surtout quand on a des enfants, surtout leur dire que ça n'a rien à voir avec eux. C'est hyper important. Enfin, moi, quand mes parents se sont séparés, on m'a littéralement lâché comme une vieille chaussette chez mes grands-parents. Ma mère est partie d'un côté, mon père de l'autre, et moi, j'étais avec ni l'un ni l'autre. Et on m'a jamais rien expliqué. Ouais. Prends cher, hein. Tu comprends pas. Au début, tu comprends pas. Tu comprends rien du tout. Donc, c'est important vraiment que surtout quand il y a des enfants, que les parents fassent un travail de conscience. Ils ont une responsabilité, ils ont la responsabilité de la prochaine génération. Je veux dire, si tu as su prendre tes 5 minutes de plaisir pour en avoir un, et prends ta responsabilité après sur la suite. Des fois, c'est 30 secondes, hein. Non, il fallait que je la place celle-là. Mais... Tu as tout à fait raison, des fois, c'est 30 secondes. Je pense que n'importe quel honnête dira, on est tous passés par là. J'ai pas honte de le dire, ça m'est arrivé de passer sur des phases de 30 secondes. Ça dépend dans quelles conditions tu te trouves. Oui, d'accord. Ah, ça dépend du niveau d'excitation, mais je vais dire, il n'y a pas de problème si c'est 30 secondes qui sont vraies. Si c'est 30 secondes qui sont vraies, dans lesquelles tu es présent à 100%, bah, c'est 30 secondes magiques. C'est 30 secondes vraies. Écoutez, je passe un salut donc à notre partenaire donc qui est donc notre sponsor, qui est donc un sponsor qui sur l'éjaculation précoce. Non, je plaisante. Et, bon, écoute, j'ai une autre question pour toi. Tes clients parlent de paix intérieure après une seule session, un peu comme Géraldine, je crois que c'est Géraldine, qui a libéré des fardeaux émotionnels. Alors, sans trahir la confidentialité, David, quel a été le témoignage? Alors, si tu devais en retenir un, quel a été le témoignage le plus surprenant qui t'a rappelé? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Est-ce qu'il y a un témoignage particulier Malheureusement, ce témoignage-là n'est pas sur le site, mais c'est la dernière cliente que j'ai eue. Je ne vais pas parler de ceux qui sont écrits parce qu'ils sont écrits. Mais cette personne qui est venue, que je t'ai dit, qui a fait une session avec son problème de nuque, ouais. Je lui avais prêté un livre, en fait. C'est quelqu'un qui travaille pour une autorité gouvernementale, sans préciser laquelle. Et je lui avais prêté un livre. Brigitte Macron, non, je plaisante. N'étant pas en Belgique, c'est pas grave. D'accord. Tracasse pas. Il prend cher chez nous aussi dans les cafés, etc. On en parle. Donc je l'avais prêté un livre en anglais, justement, ça avait à voir sur les schémas de la honte. Hein. C'est un livre qui était écrit par John Bradshaw dans les années 80. Healing the shame that binds you, soigner la honte qui t'enchaîne. Et donc je l'avais passé le livre, il était en anglais, mais bon, ça n'allait pas trop bien. Et donc elle est arrivée, à un moment, elle m'a dit, écoute, je vais quand même te le ramener. Et quand je l'ai vue, elle était vraiment sereine et elle m'a dit, est-ce que je peux te prendre dans mes bras? C'est vraiment ce que tu as fait, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose. Je me sens prête maintenant à commencer à faire un vrai travail. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Il y a quelque chose qui est vraiment bien, c'est de voir que le travail que tu as fait a pu ramener quelqu'un sur soi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas si je m'exprime correctement en disant ça, mais avoir réussi à ramener la personne à l'intérieur d'elle-même. Pas là dans les terres, quelque part très loin. Non, mais je pourrais dire autrement, justement, à se reconnecter avec son soi intérieur. À se reconnecter avec son soi intérieur, ouais.
Ouais. Et ça, je dois avouer que c'est effectivement quelque chose qui, moi, me fait hyper plaisir quand je vois cette personne sortir, que ce soit après une ou deux ou trois ou après le parcours complet, et que je vois vraiment les changements qui ont été faits. Ça fait plaisir, c'est content, parce que tu sais automatiquement que cette personne-là va commencer à se comporter autrement avec des personnes autour. Donc tu sais que d'une manière ou d'une autre, tu as démarré une réaction en chaîne. Et c'est bien. Pour moi, ça me fait plaisir. D'accord, d'accord. Avec ce sentiment du travail accompli ou de la mission accomplie. C'est pas vraiment Euh, une mission, c'est plutôt. J'aime pas le terme mission parce que je trouve qu'une fois qu'on se dit, enfin, une fois qu'on est missionné, il y a bon, une espèce. après, c'est un mot qui résonne différemment chez chacun. Ouais. Ce que je veux dire, quoi, tu vois. Indirectement, mission, ça me fait penser à Rambo 2. Ouais, non, mais bon, moi, je pensais pas du tout à ça. Je pensais plutôt moi, par exemple, moi, je me sens en mission, c'est-à-dire que Ouais, je me sens, tu vois, voilà, je me sens en mission d'aider l'humanité, en fait, quelque part, tu vois. Voilà, pour moi, ok, c'est une mission, tu vois ce que je veux dire. Voilà, mais après, ça dépend. Je comprends que ok. les mots résonnent différemment chez Ouais, chacun. Hmm. ouais. Mais donc, en fait, c'est ce que tu veux dire, que à ce moment-là, comme mission, c'est plutôt là où est ta place, hein. Exactement, tout à fait. Ok, d'accord. Ouais, voilà, ok, ça va. Alors, ouais, on est d'accord sur le terme de mission. Hmm. Euh, Non, mais c'est pas donc, mission impossible, hein. C'est pas mission impossible, c'est pas une mission impossible avec, tu vois, c'est pas un truc d'espionnage où tu vas tuer des t'as gens remarqué pour que ça des s'appelle beaucoup. Mission Impossible, mais qu'ils réussissent Ouais, chaque fois la mission. Donc, finalement, ouais, c'est marrant ça, hein. ça devrait C'est être drôle. Mission Possible. Ouais, c'est vraiment mission Du coup, possible, hein. c'est moins vendeur. Ouais, 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 c'est clair. Ouais, Hmm. mais voilà, quoi. Mais Ça, écoute, en tout c'est les cas, petits. ouais, Ouais. ouais, non, non, vas-y, Mais excuse-moi, ça, vas-y. c'est les petits moments que j'aime bien, tu vois, avec les clients. Pas forcément les reviews, mais les moments après certaines sessions, quand tu vois vraiment que ils rentrent chez toi comme ça, et ils ressortent comme, je sais pas, comme s'ils avaient reçu Saint-Esprit ou un truc comme ça, tu vois. C'est chouette, c'est vraiment chouette, ça. Tiens, d'ailleurs, quand j'étais gamin, mais vraiment petit, hein, vraiment, je devais avoir quoi, 4 5 ans, je voulais être prêtre. Je me rappelle de cette Ah, c'est histoire. marrant ça. Ouais, ouais. Ouais, Mais ça, je c'est. voulais être... Toi aussi? Mais non, mais moi j'ai pensé à tous les trucs auxquels les petits pensent à Ouais. pompier, à prêtre, à président. Comme tu remarqueras, c'est que des P, hein. Pompier, prêtre, président. Voilà, mais bon, je pense que c'est pareil pour quasiment tout le monde, hein, tu vois. Ouais. Donc, ou bien docteur. Quand t'es petit, tu penses un peu, voilà, c'est un peu les trucs auxquels Ah, tu penses. Mais docteur, ça m'a jamais traversé l'esprit. Prêtre, ça m'avait traversé l'esprit. Et je me rappelle juste avant de commencer le coaching, parce que petite parenthèse comme ça, hein, quand j'ai eu mon burn-out, et tu repenses à tout un tas de trucs. À un moment donné, je me suis dit, tiens, quand j'étais gosse, je voulais être prêtre. Et en fait, derrière le prêtre, ben, il y a quoi? Il y a l'aide, hein, en théorie, hein. On va prendre la version normalement, hein, comme elle est, le prêtre, bah, c'est celui qui aide, c'est un petit peu le conseiller. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas les psys, il n'y avait pas tout ça. On allait voir le prêtre quand on avait un problème. on allait se confesser, ouais. Ouais, c'est ça, on allait se confesser, on allait voir le prêtre et le prêtre donnait la bonne parole. Alors, si tu avais un prêtre un peu psychologue, tant mieux. Mais voilà. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a de proche du prêtre aujourd'hui? Puis j'ai fait, ah bah le coach. Et voilà. Donc, tu vois, il y a quand même eu un fil connecteur entre le prêtre en étant gosse et finalement le coach en devenant adulte. C'est Ah ouais, pas que je pêche, mais la base fondamentale de vouloir aider les autres, elle est là, hein, que ce soit pour le prêtre ou pour le coach. Euh, c'est ouais, marrant, tu parles de ça, c'est marrant, tu parles du prêtre. Moi, il y a même pas. Non, il y a peut-être ouais, peut-être 2 ou 3 ans, comme ça, je me baladais du côté des Halles. Je suis passé devant l'église Saint-Eustache, pour les Parisiens qui connaissent, donc aux Halles, qui est pas loin du centre Pompidou. Et je suis rentré dans l'église Saint-Eustache et j'ai eu un appel comme ça. Je suis allé voir un prêtre qui était là. Et donc, je suis allé le voir. Je voulais parler, je savais même pas de quoi est-ce que je voulais parler, quoi. Et j'ai commencé à l'interroger sur la foi de manière générale. Et le mec c'était bizarre parce que le mec était très, très mal à l'aise. Et ok. moi, ce que j'ai ressenti au fond de moi, je me suis dit, mais t'es tellement fake, toi. T'es tellement fake parce que je viens t'interroger sur ta foi. On dirait que t'es là, en fait. En fait, le type, on aurait dit que c'était un fonctionnaire. Mais pas, tu vois, mais pas que c'était un prêtre comme moi, j'imaginais, en fait. Tu vois, quelqu'un, histoire de Ouais. magnifier. Et après, il me sort, bah alors, vous faites une prière à Jésus-Christ. Mais tu sais, mais vraiment de manière presque robotique, mécanique, quoi. Et je me suis dit, putain, pardon, je me suis dit, mais mince,
là, quand même, les fidèles qui viennent le voir et qui sont un petit peu en détresse, ils sont mal barrés parce que le type, j'ai plutôt l'impression qu'il va encore plus les enfoncer qu'autre chose, tu vois. Et voilà, fin de la parenthèse, juste parce que Ouais. Mais parce que ça m'amuse en fait, ce que tu ouais. dis quand tu parles des prêtres d'avant avec qui tu pouvais parler, mais là, le prêtre que moi je suis allé voir, je pouvais pas trop parler avec lui, quoi. Voilà. Moi, je crois que les derniers prêtres comme ça, c'était dans les années 70-80. C'est à ce moment-là que, je sais pas, à un moment donné, c'est vraiment devenu autre chose. Enfin, où j'ai tout simplement arrêté d'aller à l'église. Donc, je ne vais pas dire que je connais des prêtres modernes. Mais ce qu'on a eu en Belgique, on a eu, par exemple, dans mon ancienne ville, on a eu énormément de prêtres africains. Ah, putain, ils sont extra, mec. Ah, ils sont Mais bien extra. sûr, mais parce que le prêtre africain, Extra. déjà, il vient d'un endroit déjà où les Ouais, gens ils ont des vrais rapports humains, donc ouais, forcément, il sera pas pareil que le prêtre occidental exactement. qui Ouais, a grandi en fait dans un royaume où les gens sont quasiment des fantômes, tu vois. ouais. Donc ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et oui, en Afrique, bon, écoute, moi je suis de là-bas, donc je peux t'en parler, aussi bien que ce soit du côté catholique que protestant. Mhm. Mais les gens, c'est vrai. Alors, chez les protestants, il y a des pasteurs qui parlent. Des fois, il y a des très bons pasteurs qui parlent vraiment de absolument tous les thèmes et qui, des fois, remontent des gens qui sont pas bien. Et tu as des prêtres aussi. Tu as des prêtres qui sont vraiment. Qui ont ce but d'aider. Ils ont fait ça Mhm. pour aider, en fait. Ils sont pas du tout Ouais. là pour la politique, en fait. Tu vois. Oui, mais c'est ça, mais c'est ça qui est essentiel. Et finalement, hein, pour justement conclure là-dessus sur le prêtre, le coach et le rapport avec la personne en face, au final, ce que les gens veulent finalement, c'est qu'on les voit, c'est être vus réellement pour ce qu'ils sont. Souvent, quand des gens qui sont comme ça en pleine détresse, ils sont là, euh, euh, j'existe. Ah, en dessous de toute cette douleur, de Ils ont tout besoin ça. d'être vus, d'être écoutés, d'être des fois Oui, compris, ouais. d'être vus, Vu, d'être écouté, écoutés aussi. compris. Ouais, ouais, Vu, écouté, compris, ouais. savoir qu'ils sont pas tout seuls. Exactement. Voilà. C'est clair. Et Et c'est ça vrai que dans change une vie, hein. Ça ça change change une vie, totalement ouais, une ouais, vie. Ça change le regard sur soi, le rapport par rapport à ouais. soi, ça change absolument tout, quoi. C'est clair. Correct, Hmm. correct. Bah, écoute, je pense que nous allons conclure ici. On fera sûrement un round numéro 2 où on abordera d'autres thèmes. Pas de C'était souci. vraiment, 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 David, c'était vraiment un plaisir. Écoute, moi, j'aime beaucoup ton authenticité. J'aime Merci. beaucoup le fait que tu sais de quoi tu parles. Tu l'as expérimenté avant, donc moi, je sais que ça fait partie en fait de ma philosophie de vie. Il n'y a que les gens qui ont pratiqué qui peuvent après donc justement guérir. Alors d'autres aussi pourraient le faire, mais bon, de manière pour moi moins efficace et moins profonde. Donc merci d'être venu Merci à pour toi. mais écoute, on a fait une plongée vraiment très très profonde et puis inspirante dans Just Coaching. Alors, chers auditeurs, si jamais ces thèmes résonnent, n'hésitez pas à contacter David via justcoaching.be pour une first encounter gratuite. N'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous pour plus d'épisodes. Et prochainement, je vous réserve encore une surprise. Prenez soin de vous. Un dernier mot, David, peut-être au public. Ben écoutez, où que vous soyez, soyez vous-même. Tous les autres sont pris. Oh, mais écoute, sur ça, on va s'arrêter sur ça. Prenez soin de vous, chers amis, chers auditeurs, et on vous dit à très bientôt.